Chant 3. Comment veux-tu que je te fasse confiance, mon ami? Tes désirs et tes craintes te sont aussi inconnus que le désert pour le poisson. Proverbe quimétien. Le soleil se levait paresseusement sur un matin plus frais qu'à l'habitude. Une brise venue du nord faisait onduler la surface du fleuve Hapi. Amarrée au quai, une petite felouque tanguait légèrement. Comme tous les bateaux quimétiens, elle était faite de papyrus tressés et ne mesurait pas plus de 30 mètres de long. Une petite cabine fermée occupait le centre du pont et des rames pendaient de part et d'autre. Sur la coque était peint l'œil d'Horus. La felouque était doublement protégée, d'abord par ce glyphe réputé éloigner les esprits négatifs, puis par son nom, l'œil du faucon. C'était à son bord qu'ils allaient à descendre le fleuve, avant de s'arrêter et de s'enfoncer dans le désert inhospitalier, en quête des dieux savaient quoi. De plus, les bateaux quimétiens n'avaient jamais été conçus pour transporter des chevaux, animaux plutôt rares dans la région. Ils devraient donc faire une partie de leur voyage à pied. Quinia regarda autour d'elle. Il n'était que 8 sur le quai. En plus des 6 qui allaient participer à l'expédition, Pharaon et Ivania étaient devenus leur souhaiter un bon départ. Celui-ci se faisait dans le plus grand secret. Même les gardes du souverain n'avaient pas été autorisés à y assister. Ils étaient tous silencieux, tous conscients à la fois de l'importance de la mission et de son inanité. En vérité, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est Ivania qui rompit le silence en murmurant une invocation à la déesse. « Ô déesse, protège mes compagnons. Veille sur leur voyage. Veille sur leur vie et apporte-leur le succès. Que les forces du mal qui gangrènent notre pays soient repoussées à jamais. » Certains fermèrent les yeux, se joignant à la prêtresse en une prière muette. Lorsque le moment de grâce fut passé, Senmout se tourna vers Pharaon et mit un genou en terre, bientôt suivi par les autres membres de l'expédition. Majesté, je vous demande de nous bénir afin que nous puissions mener cette expédition à bien. Pharaon étendit ses mains devant lui. Une faible lumière commença à luire au bout de ses doigts. Senmout, général de ma garde, ainsi que vous autres, fidèles héros du royaume de Kemet, je vous bénis. La lumière se faisait de plus en plus intense, et tous durent baisser les yeux afin de ne pas être éblouis. Par le pouvoir des dieux qui est en moi, je vous donne la bénédiction. Par Horus, champion ultime du bien et de l'ordre. Par le soleil et la lumière divine, que votre cœur soit chaud de la confiance qui est placée en vous. Que votre bras soit fort et que nul ennemi ne puisse vous arrêter. La lumière augmenta encore, pareille à celle du soleil. Tous ressentirent ce que Quinia avait déjà vécu une fois, la bénédiction du roi. Lorsque la chaleur qui entourait leur cœur se dissipa, Quinia releva la tête. Elle aperçut Ivania qui regardait Pharaon avec une admiration sans bornes. La prêtresse s'approcha d'elle et elles s'étreignirent brièvement. « Quinia, tu sais comme tu comptes pour moi. Reviens-moi vite et surtout vivante. » Ne t'inquiète pas. Dans quelques semaines, nous serons de retour au palais, ce mystère résolu. Fais attention à toi. Toi aussi, le palais recèle 1000 dangers, dit-elle avec un petit clin d'œil entendu en direction de Pharaon. La prêtresse ne put s'empêcher de sourire en rougissant légèrement. Tu rougis, comme une jeune pucelle? Il faut croire que j'en suis encore capable malgré les nombreuses histoires qui jalonnent ma vie. Tu as de la chance. Je sais. Elles s'embrassèrent une dernière fois, puis Quinia se retourna et se dirigea vers l'embarcation. Les adieux n'étaient pas son fort. La cabine de l'œil du faucon était simple et fonctionnelle. Le mobilier se limitait à une table où les membres de l'expédition avaient déposé une carte. Ils étaient 6. Senmout était habillé de cuir et portait fièrement une épée kopech à large lame. Il avait également emporté une armure constituée de bandes métalliques, matériau rare dans ce pays ensablé.
Kinia portait sa traditionnelle cotte de maille. Sa longue épée droite était maintenue dans son dos par de larges lanières de cuir. Le moine Souti avait opté pour une tunique d'un blanc immaculé. Suivant les préceptes de son ordre, il ne portait pas d'armes. Le nomade Mélem était vêtu de son costume traditionnel en lin bleu. Sa féchime, la hache dentelée traditionnelle de son peuple, était passée dans sa ceinture de tissu. Quant aux 2 membres restants, ils se nommaient Zarek et Guilhem. Le premier était un manieur de hache 2 mains. Il était bâti comme un taureau, avec un cou inexistant, un large faciès aux yeux porcins, et portait son arme à double tranchant dans son dos. Il ne s'exprimait qu'en beuglant, comme s'il devait crier pour se saisir des pensées éparses qui flottaient dans sa boîte crânienne. Son frère d'armes était tout l'inverse, petit, râblé, mais souple comme un serpent. Il partageait également avec le reptile un regard froid et un zézément déplaisant. Kinia avait immédiatement pris les 2 hommes en grippe. Lorsqu'ils s'étaient vus pour la première fois, quelques minutes auparavant, Kinia se trouvait sur le pont de la Felouk et les 2 gardes sur le quai. Zarek avait lâché une plaisanterie peu fine à l'oreille de son condisciple. Comme son chuchotement avait le niveau sonore d'un mugissement de vache, Kinia avait compris qu'il s'agissait de quelque chose ayant rapport au charbon et au melon, mais plus encore ce fut la réaction du petit qui lui avait hérissé l'échine. Guilhem avait simplement souri en regardant la guerrière. Un sourire et des yeux vicieux dans lesquels se lisait une grande perversité. Dans d'autres circonstances, elle se serait fait un plaisir de faire rouler sa tête à ses pieds. Ils s'étaient tous retrouvés dans la cabine, et Senmout avait naturellement pris le commandement de la troupe, ce qui n'empêchait pas la discussion d'être animée. Le trajet le plus simple consistait à descendre le fleuve en bateau jusqu'au village de Mouni. De là, ils pourraient rejoindre la rive ouest et s'enfoncer dans le désert, en priant pour que les Hyksos ne soient pas descendus si loin dans le sud. Le village de Mouni est un cas particulier dans le royaume. Il est sans connu pour être le point de passage de tout ce qui remonte illégalement du Kouch. Mouni est la plaque tournante des herbes prohibées. Les marchands qui n'ont pas envie de payer des taxes à Pharaon font aussi passer une partie de leurs marchandises par ce village. Si vous le savez, pourquoi n'êtes-vous jamais intervenu ? Demanda Souti. En réalité, le pouvoir de Pharaon contrôle tout ce qui se passe dans le village. Mais depuis longtemps, dans sa sagesse, il a décidé de fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Cela permet à la police pharaonique de concentrer en un seul lieu la plupart des indésirables du royaume. Les marchandises qui passent qu'au par là sont une perte pour le Kemet, certes, mais une perte inévitable. Là, nous la contrôlons. L'idée, c'est que personne ne posera de questions sur notre présence. Je pense que c'est l'endroit idéal pour aborder. D'ailleurs, nous n'aurons qu'à traverser rapidement le village. Il existe une auberge à la lisière du désert, nous pourrons nous y ravitailler. Puis, nous nous enfoncerons dans le désert. « Je connais ce désert comme vous les rues de votre cité. » enchaîna Mélem. « Faites-moi confiance, en faisant une longue incursion dans les sables, nous risquons moins de croiser nos ennemis. » C'est justement là le problème, nomade. Nous ne te faisons pas confiance. Je te prie de ne pas parler au nom de tout le monde, Guilhem. Et depuis quand les femmes se mêlent des discussions masculines? Tu n'as pas de la nourriture à préparer pour ce soir. Ne me cherche pas, serpent. Si ma présence te pose un problème, tu peux descendre. Ou encore mieux, on peut régler ça l'arme à la main. Je suis persuadée que tu feras moins le malin avec 2 pieds d'acier te chatouillant les tripes. Ouh, j'ai peur. Ça suffit, vous deux. Ordonna Senmout. Nous devons nous concentrer sur notre mission. Pharaon compte sur nous pour trouver ce que nous sommes censés trouver, et nous n'y parviendrons que si nous nous faisons confiance. Mélem, ton clan est l'un des seuls à avoir choisi de vivre en bons termes avec nous. Si nous nous faisons repérer, ou pire, capturer, ton sort sera encore moins enviable que le nôtre. C'est vrai. Mais n'ayez crainte, comme je vous l'ai dit, dans cette région, je connais la moindre dune, la moindre oasis.
Bon, je ne m'y suis jamais rendu en cette saison, mais cela ne doit pas changer grand-chose. Magnifique! s'exclama Guilhem, ses petits yeux reptiliens s'agitant en tous sens. Nous allons nous promener dans le désert, guidés par un sauvage, dans une région qu'il ne connaît pas. Je viens de dire que je la connaissais, se défendit le nomade. Oui, mais pas à cette période de l'année, et les vents changent selon la saison si je ne m'abuse. Surenchérit le soldat, à la fois provoquant et triomphant. Les vents ne changent pas les pistes dans cette région. Le sol est trop rocailleux, soldat ignare. C'est moi que tu traites d'ignare, sale chien? La main de Guilhem se posa sur la poignée de son épée Kopech, et Mélème recula d'un pas, prêt à agir. La tension était à son comble. Silence! Tonna Senmout. Le nomade et le soldat suspendirent leurs gestes, sans toutefois cesser de se regarder. Une longue route nous attend, je veux pouvoir compter sur votre aide et surtout sur votre discipline. Nos ennemis sont puissants et apparemment bien organisés. Si nous laissons nos ressentiments éclater, nous faisons leur jeu. Je ne veux plus entendre ce genre de langage et de provocation. Vous m'avez bien compris, soldat Guilhem? Oui, général. Bien. Pour l'instant, mes instructions sont simples. Nous débarquerons à Mouni et suivrons notre guide. Jusque-là, nous devrons donner le change et passer pour un bateau de chasseurs d'hippopotames. Vous allez laisser votre équipement dans la cabine et revêtir le pagne traditionnel des pêcheurs. Tout le monde acquiesça et chacun gagna sa cabine. Kinia ne put s'empêcher de penser qu'avec une équipe pareille, la réussite de leur mission était loin d'être garantie. Le soir venu, ils étaient satisfaits de la distance parcourue. Ils approchèrent l'embarcation de la rive, et Guilhem sauta à terre pour attacher une corde à un rocher qui trônait au milieu des papyrus. Il y assura un nœud solide, et l'embarcation fut stabilisée pour la nuit. Le repas se fit dans un silence morose. La dispute du matin était encore dans toutes les têtes, et chacun se demandait si le manque de cohésion du groupe n'allait pas porter préjudice à la mission. À la fin du repas, on étendit des nattes sur le pont. Seul Senmout bénéficiait d'un toit et dormirait dans la cabine. La société kimétienne étant fortement hiérarchisée, nul ne remit en cause le privilège qui allait permettre au général de jouir d'un peu d'intimité. Kinia se dirigea rapidement vers sa couche de fortune et s'allongea sur le dos. Le ciel était dégagé et les étoiles brillaient de mille feux. Kinia se mit à penser aux événements de ces derniers jours et à ceux, encore plus étranges, qu'elle avait connus dans son pays d'origine. Les combats, la douleur et le sang faisaient intimement partie de son existence, raison pour laquelle elle avait décidé de vivre un moment à la maison de vie, pour être en contact avec les forces de la joie et du plaisir, plutôt que de celles de la mort et de la souffrance. Mais à présent le destin l'avait rattrapée. Elle allait à nouveau côtoyer le passeur que les Kimétiens nommaient Anubis. Ne parvenant pas à trouver le sommeil, elle se retourna. Les autres étaient déjà couchés, et un calme apaisant planait sur les eaux du fleuve Hapi. Son regard se posa sur Souti et son corps musculeux. « Il dort comme un bébé », pensa-t-elle. Elle savait que le moine avait fait vœu de chasteté. Néanmoins, ou peut-être pour cette raison, il l'attirait irrémédiablement. Selon la loi en vigueur au Kimet, une femme n'était tenue à la fidélité que lorsqu'elle était mariée devant Isis et Osiris, le nouveau couple étant réputé former une image terrestre du couple divin. Avant le mariage, il était de bon ton et de bon augure de multiplier les rapports. On y voyait même un signe de bonne santé physique et mentale. Cette morale libérale n'était pas pour déplaire à Kinia, qui trouvait horrible la manière dont les Hyksos envisagèrent la chose. Pour les serviteurs de sa classe, obsédés par la pureté et la pénitence, le contact charnel et le plaisir étaient l'une des abominations. Kinia haussa les épaules. Ce n'étaient que des barbares, adorant un dieu maléfique qui distillait une philosophie étrange et néfaste. Elle devait avouer que,
Si elle avait pris la défense du guide Hyksos, c'était simplement parce que l'injustice la faisait bondir. Mais si elle y réfléchissait, sa présence ici avait de quoi éveiller quelques inquiétudes. N'allait-il pas les conduire dans un piège? Ou pire, les perdre dans le désert où ils connaîtraient une mort lente et douloureuse? Un ronflement sonore l'attira de ses pensées. Cette brute de Zarek faisait autant de bruit dans son sommeil que lorsqu'il parlait. Non, décidément, cette nuit, elle n'allait pas pouvoir dormir. Elle s'assit en soupirant et chassa la tentation d'écraser la gorge du soldat. Mais après tout, ne pas dormir pouvait avoir un avantage. Sans bruit, elle se leva et se coula dans la cabine de Senmout. Les cavaliers arrivèrent à l'aube. Vêtus de cottes de mailles et de cuir noir, ils ressemblaient à un vol de corbeaux, messagers de mort. De part et d'autre de leur shrag pendaient de lourds sacs. Ils se trouvaient sur une dune surplombant le petit village de Mouni, le long du grand fleuve. À l'écart du village se trouvait l'auberge. Seul bâtiment en bois, elle dominait les autres masures de ses 2 étages. Les cavaliers avaient été aperçus par les résidents et les gens de passage matinaux. Fela, marchand et contrebandier qui occupaient le village et son auberge, commencèrent à courir en tous sens en criant. C'était un mouvement désordonné de panique. Ils n'avaient même pas les moyens de se défendre contre la troupe d'Hyksos et s'enfuir dans le désert ou plonger dans le fleuve équivalait à un suicide. Alors Saitmadi, il s'agitait en de pathétiques mouvements désordonnés. Certains se ruèrent, trop tard, vers leur bateau en une vaine tentative de fuite. Les cavaliers riaient en descendant la dune. Dans un ensemble parfait, ils encerclèrent les maisons et l'auberge. Tout espoir de fuite était maintenant définitivement perdu, car les nomades formaient une ceinture infranchissable. Les cavaliers resserrèrent le cercle, et les humains furent irrémédiablement repoussés sur la petite place qui se trouvait au centre des maisons. Les cris se calmèrent peu à peu, pour faire place à des gémissements de terreur. Les femmes et les enfants se groupèrent au centre, en se recroquevillant. Les hommes, futiles remparts, se dressèrent entre leurs familles et les nomades. Curieusement, les Hyksos n'avaient pas dégainé leurs lames, laissant quelque espoir aux gens sans défense qui leur faisaient la face. L'un des cavaliers s'avança de quelques pas, de sorte que le poitrail de son shrag se trouvait contre le premier homme qui n'osa pas bouger, de peur d'être égorgé par les terribles crocs de la bête. Le nomade considéra quelques instants les fellahs qui se trouvaient devant lui. Un rictus moqueur déforma son visage pâle. « Peuple du Kimet, aujourd'hui est un grand jour !» Il prenait soin de détacher chacune de ces syllabes, comme s'il se repaissait de la terreur des habitants et voulait faire durer le plaisir de les voir à sa merci. « Ce matin, vous allez abandonner vos idoles et rencontrer le vrai Dieu. » Les fellahs s'entre-regardèrent, inquiets. « Sa classe, dans sa grande mansuétude, va vous accueillir dans son giron d'amour et de compassion. » Se dressant sur ses étriers, il se retourna vers ses compagnons. « Mes frères, nous allons apporter la lumière à ces pauvres créatures qui vivent dans les ténèbres de l'ignorance. » Des acclamations mêlées de rires accueillirent ces paroles. On aurait dit une horde d'hyènes se gaussant de leur proie. Lorsque l'enthousiasme retomba, le sourire du capitaine mourut et son ordre tomba comme un coup près. « Ouvrez les sacs et commencez la conversion !» L'œil du faucon naviguait paisiblement sur les eaux du fleuve Hapi, particulièrement calme en cette période de l'année. 3 jours auparavant, la petite compagnie avait quitté la capitale Astur pour se diriger vers le sud, et pour l'instant, ils n'avaient fait que croiser des ibis et d'innocents pêcheurs au filet. Un soleil sanglant peinait à se lever. Ils avaient convenu de faire un roulement. 4 personnes pour l'année suffisaient pour faire évoluer l'embarcation
à un rythme soutenu. Kinia et Souti profitaient de ce que leur tour ne viendrait que dans quelques heures pour laisser leur regard suivre le mouvement tranquille de l'eau. Ils se tenaient sur le bastingage, profitant des quelques heures de fraîcheur qu'il restait avant que l'astre ne sorte sa torpeur. Suivant les recommandations de leur chef, la guerrière avait laissé sa cotte de maille dans la cabine et opté pour une tunique blanche évanescente qui laissait deviner son corps. Elle n'avait pourtant pas pu se résoudre à se déplacer sans armes et avait passé un petit poignard à sa ceinture. Durant les 3 jours qui venaient de s'écouler, Kinia avait passé son temps entre la cabine de Senmout et la compagnie de Souti. Et si elle prenait du plaisir à la compagnie du premier, elle n'en appréciait pas moins les conversations avec le deuxième. Souti était éminemment cultivé, et Kinia apprenait énormément à son contact. Dans son pays natal, suivant les traditions de son peuple, elle avait elle-même reçu une bonne éducation avant d'embrasser la carrière des armes et de la guerre. Les connaissances encyclopédiques du moine lui rappelaient le goût tranquille de sa petite enfance, lorsqu'elle parcourait les énormes rayonnages de la bibliothèque d'Imbo, immense université perdue au cœur de la jungle, et qui par consensus avait été épargnée par l'ensemble des inévitables conflits qui émaillaient l'histoire du Couche. Les conversations avec le moine de l'ordre du Faucon avaient porté sur la politique, la philosophie, les conceptions du pouvoir, ou encore l'art, la magie et l'architecture. Elles semblaient inépuisables et se déroulaient toujours dans la bonne humeur, Souti ayant même fini par adopter le tutoiement. Il n'était pas rare qu'ils partent tous deux dans de grands éclats de rire qui se prolongeaient parfois durant de longues minutes. Lors de ces discussions, Kinia avait tout le loisir d'admirer le corps parfait de son interlocuteur. Beaucoup plus sec que Senmout, il était aussi plus souple et mieux soigné. Kinia sentait bien que, de son côté, elle ne laissait pas le moine indifférent. Celui-ci avait souvent tendance à perdre son regard au niveau de son cou ou à plonger dans ses yeux, son trouble se faisant alors plus que perceptible. Aujourd'hui encore, il ne fit pas exception. Alors qu'ils regardaient tous deux le rivage, le moine la dévorait du coin de l'œil. « Je ne comprends pas pourquoi ils agissent de la sorte, » dit soudain le moine. « Qui » ? ?»« Les Hyksos. Je veux dire, je sais très bien qu'ils obéissent à un Dieu jaloux, qui se prétend la seule et unique divinité. Un Dieu prêt à tout pour s'imposer à la création tout entière et la réduire en esclavage. Mais quand bien même leur comportement est pire que celui d'animaux sauvages. « Je te trouve bien mélancolique aujourd'hui, » dit doucement la guerrière en posant sa main sur le bras du moine. « Peut-être, » répondit Souti avec un faible sourire. « Je commence seulement à prendre conscience que j'ai tout perdu. » « Arrête, tu te fais du mal. » « Je ne devrais pas parler comme ça, je le sais. C'est égoïste. Tu as également beaucoup souffert de cette guerre qui n'a même pas encore commencé. Dans les mois à venir, des milliers de personnes vont perdre des proches, des amis ou leur famille. Il y a quelque chose d'injuste à cela. » Ce que je vais dire n'est pas très original, mais chaque guerre porte en elle des milliers de germes de malheur. Mon peuple s'entre-déchire par intermittence depuis des siècles. J'ai vu des choses horribles, et ce, depuis ma plus tendre enfance. Je te comprends, Souti. Tu ne dois pas étouffer la douleur que tu ressens. Tu dois l'élever et la domestiquer. C'est elle qui te donnera la force de vivre. À t'entendre parler, on croirait que c'est toi qui possèdes la sagesse des maîtres du Faucon. Kinia rit de bon cœur. Peut-être parce que je ne crois pas en la pureté, que je trouve que c'est un concept dangereux. J'ai peut-être les mots, mais toi, tu as le cœur. La compassion et l'interrogation sur la nature et les motivations des êtres font partie de toi, Souti. Je n'ai que mon épée, ma rage et ma vengeance pour me nourrir. Comment ne pas éprouver le désir de vengeance ?
La compassion que je ressens pour mes ennemis n'est-elle pas une preuve de faiblesse ? Je ne t'ai pas trouvé faible dans la maison des plaisirs. Lorsque tu as vaincu ces Hyksos à main nue, Non, peut-être. ceci dit, si j'en crois mon expérience, mieux vaut éviter d'éprouver de l'empathie pour ses ennemis. Un ennemi doit être détruit, sans pitié ni regret. Songeur, le moine se retourna vers les rives. Même comme ça, enfermé dans le silence et la détresse, je ressens comme un lien entre nous, une sorte de communion. Pensa la guerrière. Elle ne comprenait pas très bien ce que signifiaient ses sentiments envers le moine. Pour la première fois de sa vie, la guerrière éprouvait autre chose qu'une simple attirance physique pour un homme. Elle devait bien reconnaître que si sa vie sexuelle avait été riche et pimentée, sa vie sentimentale avait été jusque-là aussi vide que le désert qui s'étendait derrière ce rideau de papyrus qu'ils contemplaient comme des enfants. C'était comme si un terrible tourbillon l'emportait, malgré elle, sur des terres inconnues. Et cela la troublait énormément. L'ironie, c'était que l'homme qui avait déclenché cette tempête intérieure avait fait vœu de chasteté, ou peut-être était-ce précisément cette inaccessibilité qui rendait Suti si attirant. Quoi qu'il en soit, elle commençait à se sentir mal à l'aise vis-à-vis du moine. Elle n'était pas habituée à ressentir pareille chose, et elle avait peur que cela n'affaiblisse sa colère, et par là même sa capacité au combat. Pour sa tranquillité d'esprit, elle devait soit mettre de la distance avec le novice, ce qu'elle ne désirait pas, soit lui avouer ses sentiments naissants, histoire de les expulser. Elle choisit cette dernière solution. Il valait mieux le faire le plus tôt possible, avant qu'un coup de hache Hyksos ne l'empêche. Suti, il faut que je te dise, Oui, ce n'est pas facile. elle eut un petit sourire amer avant de continuer. C'est ironique, n'est-ce pas ? Je peux tuer sans problème de conscience, mais une chose aussi simple n'arrive pas à franchir mes lèvres. Je t'écoute. Tu ne vois vraiment pas de quoi je veux te parler ? Le moine semblait sincèrement dans l'ignorance. Non, je suis désolé, je ne vois pas du tout. Kinia se sentait bête, et ce sentiment l'agaçait au plus haut point. Alors, Suti, encore à draguer? Elle se raidit en reconnaissant le persiflage de Guilhem qui peinait sur sa rame. Il n'était pas loin d'eux et pouvait parler assez bas pour n'être entendu que du moine et de la mercenaire. Tu as fait un bon choix, moinillon, si j'en juge par les cris qui proviennent chaque soir de la cabine du général Senmout. À mon avis, notre amie est une vraie chienne en rut, continua le soldat sur un ton faussement confidentiel et sirupeux. Les joues de Kinia s'empourprèrent. La rage, sa fidèle compagne, la submergea en un battement de cœur. En un bond, elle fut près de Guilhem. Sa jambe gauche se détendit pour trouver le foie du soldat. Celui-ci eut le souffle coupé et s'écroula sur le pont. Son corps n'avait pas touché le sol que Kinia était sur lui et le frappait au visage de son poing fermé. La suite se perdit dans un nuage écarlate. Elle frappait encore et encore. Le nez de Guilhem éclata comme une pomme trop mûre. Suti et les autres se jetèrent sur Kinia, mais rien ne pouvait endiguer la rage de la guerrière. Le moine fit alors appel à sa science du combat pour l'immobiliser d'une clé, tandis que Senmout se ruait sur Guilhem pour l'aider à se relever. Il faisait peine à voir. Son nez saignait abondamment. Son arcade sourcilière était éclatée, et l'une de ses dents ballottait. Il dégaina le couteau qui pendait à sa ceinture, mais les autres retinrent son geste. « Tu me paieras ça, salope !» Il se débattit en hurlant. « Ça va, lâchez-moi !» Senmout le lâcha en maugréant. « Kinia ? Qu'est-ce qui t'a pris ?» demanda Suti en relâchant son étreinte. Tous la regardaient avec incompréhension. Elle poussa un soupir rageur en massant ses épaules endolories par la prise du novice.
Je ne comprends pas. Il t'a insulté, et il est détestable. Mais de là à le battre comme ça... Non, tu ne comprends pas. Tu n'as rien compris et tu ne comprendras jamais. Mais... La guerrière mit fin à la conversation en se dirigeant d'un pas furieux vers la cabine, laissant derrière elle un souti plus que perplexe.